Est-ce qu'il y a déjà des questions, des remarques suite aux différents points qu'on a pu aborder? Oui, ici. Juste une observation, peut-être qu'un amendement pourra compléter. Un exemple typique justement du manque d'information, peut-être, et du besoin de participation et de transmission, c'est qu'actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une modification du plan local d'urbanisme de la métropole qui est en cours. Un plan local d'urbanisme, c'est quoi? C'est en fait un document qui est assez important en fait pour les agglomérations, pour les territoires, puisque c'est dans ce document qu'on va pouvoir inscrire, écrire et scénariser presque le futur de la ville, en définissant les zones qui seront à urbaniser, les zones qui seront à protéger, les zones naturelles à conserver. Et en ce moment, en fait, ça se termine dans 48 heures, donc c'est pour ça que je me permets de parler. En ce moment, donc, la modification actuelle permet de classer, de protéger des zones de jardins partagés, d'inscrire des emplacements pour des futures plantations, forêts, de protéger des arbres aussi, également. Donc, s'il y a ici des propriétaires, n'hésitez pas à classer vos arbres, puisqu'on discute en ce moment de la possibilité de travailler sur la nature en ville, sur la fraîcheur, sur le monde de demain. Malheureusement, cette enquête publique qui vise à répondre de façon un peu anticipée au changement climatique, je regardais ce matin, il y a à peu près une centaine de participations en ligne pour une agglomération de 800 000 habitants. Donc je trouve dommage finalement qu'on n'ait pas pris le temps. Alors c'est vrai que c'est un peu aride comme sujet, mais de pouvoir organiser justement des sessions peut-être pédagogiques sur ce que c'est qu'un plan local d'urbanisme, comment on peut y participer et y intervenir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le consulter en ligne, puisque ça peut vous permettre ici même de proposer des arbres. Il y a peut-être des arbres qui pour vous, autour de vous, sont importants sur le campus à protéger, même peut-être chez vous, si vous habitez la métropole. Donc juste pour dire, là c'est un document quand même assez essentiel, puisque souvent le plan local d'urbanisme est vraiment présenté comme un des outils qui permet de favoriser la nature en ville, un des outils qui permet même de travailler la question de la santé et l'urbanisme, parce que dans ce document, on peut dire ce que l'on veut construire, la taille des bâtiments, si on doit végétaliser les bâtiments, etc. Donc j'en profite, il reste 48 heures. C'est une façon d'agir en fait tout de suite, maintenant. Justement, par exemple, peut-être vous êtes passé comme moi ce matin devant cette mare en fait, qui est juste derrière le portail de l'université. Par exemple, cette mare, elle n'est pas protégée aujourd'hui, elle n'est même pas identifiée comme une zone vide. C'est assez curieux en fait, puisque ça apparaît dans les documents faits par les scientifiques. Donc n'hésitez pas en tout cas à y participer, c'est vraiment une façon d'agir, de participer un peu tous les thèmes qu'on aborde ce matin, et ça se termine demain, donc voilà, vous pouvez participer en ligne. Et puisque le chrono est lancé, justement, on peut y participer en ligne, mais via tout simplement le... Alors il faut aller sur le site de Participation Bordeaux Métropole. D'accord. Et vous avez un petit encart qui s'appelle PLU 3.1. Et dans ce document, alors en 48 heures, vous n'aurez pas le temps de consulter tous les documents. Malheureusement, on est dans les derniers jours, donc après, il y a la possibilité aussi de rencontrer parfois des commissaires enquêteurs dans les mairies qui font des permanences. Et donc, voilà, ça va être un peu court, en tout cas. Et puis après, c'est un travail. Mais si vraiment, là, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes engagé, par exemple, à créer des jardins partagés, si vous avez travaillé vous souhaitez travailler sur des micro-forêts, ou vous considérez que certains espaces mériteraient d'être protégés de la promotion immobilière, ça peut être l'occasion en tout cas de participer et de voir aussi comment se construit l'urbanisme au niveau des villes, et là de constater malheureusement qu'il y a eu peu de participation. Je ne dis pas que les villes n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce que c'est souvent sur les sites, mais il faut vraiment se donner la peine et le temps pour... Alors Madame Arcand, je vais vous laisser l'occasion de répondre, peut-être en faisant un lien justement avec le fait que vous soulignez au tout début que co-construire, ça commençait par bien informer au départ. Effectivement, alors on parlait d'un sujet peut-être un peu trop aride, c'est le terme qui a été employé, c'est vrai qu'il faut cliquer sur PLU 3.1 pour y accéder. On a organisé justement au tout début de la construction du nouveau PLU, on a organisé des temps pour nos concitoyens en ligne, parce qu'on était en plein Covid, dans lequel il y avait une première partie d'information sur qu'est-ce que c'est qu'un PLU. On a essayé de rendre le plus clair possible finalement l'explication du PLU, et aussi on a structuré la consultation, c'est-à-dire le temps qui était organisé en ligne, de manière à ce que les participants
puisse directement nous donner des éléments qui étaient des éléments plus globaux. On ne pouvait pas aller jusqu'à la parcelle, mais par contre, ils nous ont permis, ces ateliers, de renforcer encore plus la conviction qu'on avait qu'il fallait absolument protéger un certain nombre d'espaces sur ce PLU et le modifier assez fondamentalement. Donc c'est vrai que, et on a, malgré le fait qu'on a essayé de communiquer sur ces ateliers en ligne PLU, on a eu très peu de personnes. Et là se pose aussi la question de l'intérêt. Enfin, je veux dire, moi je suis une militante associative sur les questions de citoyenneté mondiale. Il y a des sujets qui m'intéressent, il y a des sujets qui m'intéressent pas du tout. Donc il y a des sujets sur lesquels je vais être mobilisée, et puis des sujets sur lesquels je ne serai pas mobilisable, parce que c'est pas les sujets sur lesquels je vais mettre ma priorité. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important sur la question aujourd'hui de tous les espaces, que ce soit concertation, consultation, de la participation citoyenne, et qu'on sous-estime, c'est le fait qu'on ne peut pas mobiliser tout le temps des gens sur tous les sujets. Et donc, ça, quand on nous parle de toutes les personnes qui sont tout le temps mobilisées, en réalité, on va avoir des personnes qui vont être mobilisées sur les questions d'accès à l'alimentation, d'autres sur les questions d'eau, d'autres sur les questions justement de pauvreté, d'autres sur les questions de circulation, de mobilité. Et que ça, c'est quand même un point aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que il y a aussi un intérêt personnel qui va faire qu'on va s'associer, on va accepter de participer plus ou moins facilement à des espaces de participation citoyenne jusqu'à la concertation, et qu'on ne peut pas emmener tout le monde sur tous les sujets. Est-ce qu'il y a pas, c'était pas une question que j'avais spécialement prévu de vous poser, mais elle me vient lorsque vous dites ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que sur certains sujets, finalement, ce soit qu'un certain type d'acteurs qui se mobilisent par un phénomène de bouche à oreille, parce que souvent ils se disent, là on a une action à cibler, et que ça fausse finalement l'aspect concertation citoyenne globale. Alors peut-être que je vous laisse répondre. Alors ça peut effectivement arriver. C'est vrai qu'en amont, en fait, nous, on essaie vraiment d'identifier tout ce qui va être les acteurs qui peuvent intervenir pour éviter ce genre de on va également identifier, on va faire une analyse des acteurs, voir quels sont les jeux de pouvoir qui tirent vers nous, et où est-ce qu'on peut agir, sur quel acteur on peut agir pour pouvoir justement l'emmener et faire basculer ce jeu d'acteurs à la renverser. C'est un peu de la manipulation. Mais on travaille aussi avec ça. Et simplement pour conclure, une dernière question, parce que je vois que le temps tourne et je vais bientôt laisser la parole à Benoît. Ça serait important, il me semble, qu'on parle quand même de la finalité de ces temps de co-construction. Comment vous faites de votre côté, Madame Lefort, pour optimiser les chances que les élus s'emparent des avis qui ont été émis et des synthèses que vous avez pu réaliser suite à ces ateliers? Parce que c'est notamment les impliquants dès le départ. Alors, effectivement, on les implique dès le début de la mission. Dans tous les temps de co-construction, ils sont là, ils sont invités, en tout cas, ils viennent pas du tout, parce que l'agenda peut être compliqué parfois, mais il y a toujours un représentant qui est là pour pouvoir ensuite transmettre l'information derrière. Il y a aussi, alors quand c'est nécessaire, parce que les élus, en fait, il faut savoir que quand ils arrivent, quand ils débutent leur mandat, ils ne sont pas forcément au courant du sujet sur lequel, en tout cas, ils ne maîtrisent pas forcément. Donc il y a aussi un temps de sensibilisation qui est nécessaire. D'ailleurs, on le voit assez bien sur les photos qui est mise derrière. Ça, c'est un vrai temps de construction, en fait. On a des élus qui se sont... C'est un jeu fameux qu'on a développé, ils étaient tous en train de jouer autour de la table. Et chacun représentait un usage de l'eau. Et donc, devait choisir des cartes, je passe un peu les règles. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une équipe qui s'est déplacée derrière l'autre pour les aider à choisir parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre. Et alors là, on voit vraiment que c'est un jeu coopératif à la base. Donc, on voit vraiment là la co-construction qui fonctionne. Et pourquoi aussi? Parce qu'ils sont les uns avec les autres, en fait. Et donc là, la parole est libérée, ils vivent la même chose, parce que quand ils arrivent justement au début du mandat, ils sont pas forcément informés, donc ils sont plus libres aussi, avec leur pairs, de pouvoir s'exprimer en toute transparence, et donc de pouvoir co-construire ensemble. Pour le suivi, nous, en tant que prestataires, on va pas forcément assurer le suivi derrière, puisque d'ailleurs, notre but n'est pas de faire le suivi, notre but c'est d'accompagner la collectivité pour qu'elle s'empare du sujet et qu'elle soit en mesure elle-même derrière de faire le suivi. Si une mission réussie, c'est une mission sur laquelle la collectivité
fait le suivi derrière des actions, et ils ont envie d'en parler. On est juste le véhicule pour pouvoir apporter la méthodologie, la connaissance du sujet, et ensuite on transfère et la collectivité sans en parler. Je comprends bien.